Le contexte impérial. Tout le système des pensionnats s'inscrivait dans une vaste entreprise de colonisation. Il y avait un objectif derrière les pensionnats. Les pensionnats ont été créés dans le but de changer les gens, de les rendre comme les autres et de les exclure. Et aujourd'hui, vous savez, nous devons apprendre à décoloniser. Cette citation de Shirley Flowers, déclaration devant la Commission de vérité et réconciliation du Canada. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a le mandat de produire un rapport sur l'historique, l'objet, le fonctionnement et la supervision du système des pensionnats du Canada. Ces pensionnats faisaient partie d'un processus mondial qui amènera les États européens et les églises chrétiennes à former des alliances complexes et puissantes. Pour bien comprendre l'histoire des pensionnats, il faut étudier le contexte qui entoure cette relation entre l'essor des empires mondiaux d'origine européenne et les églises chrétiennes. À compter du XVIe siècle, des États européens s'approprient les terres des peuples autochtones partout dans le monde. On assiste alors à des migrations massives. Des millions de colons européens s'installent dans presque toutes les régions du monde. Des millions d'Africains sont déplacés en raison du commerce des esclaves mené par les Européens et soutenu par les Africains dans des régions côtières. Des commerçants indiens et chinois s'établissent sur les rives de la mer Rouge et de l'océan Indien, accompagnés de serviteurs à forfait qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage. Les activités des explorateurs, des agriculteurs, des prospecteurs, des compagnies commerciales ou des missionnaires sont souvent le point de départ de guerres expansionnistes, de la négociation de traités qui ne sont pas respectés, de tentatives d'assimilation culturelle et de l'exploitation et de la marginalisation des populations autochtones des terres colonisées. Au fil des années, des enfants autochtones d'endroits aussi éloignés les uns des autres que l'Afrique de l'Est, l'Australie et la Sibérie seront séparés de leurs parents et envoyés dans des pensionnats. L'essor des empires européens commence lorsque les voyages des explorateurs maritimes du XVe siècle révèlent des sources potentielles de nouvelles richesses pour les monarchies européennes. La conquête espagnole des Aztèques et des Incas permettent à l'Espagne, puis à toute l'Europe, d'accéder aux ressources de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. En plus d'enrichir les vieux pays, ces découvertes lancent une vague soutenue de migration, d'échanges commerciaux, de conquêtes et de colonisation, qui marque le début de la création d'une économie mondiale dominée par l'Europe. Cette ère d'expansion impériale est menée au départ par l'Espagne et le Portugal, puis par la Hollande et la France. À la fin, la plus grande puissance impérialiste sera la Grande-Bretagne. Les empires s'établissent par la force militaire et se livrent de longues guerres violentes, maintenant une présence militaire à leurs frontières et mènent d'innombrables campagnes militaires pour briser les soulèvements nationalistes. Les colonies sont établies pour être exploitées économiquement. L'empire se traduit pour la mère patrie par des avantages directs comme des impôts,
les métaux précieux ou les matières premières pour les industries. Souvent, les colonies doivent s'approvisionner exclusivement auprès de la mère patrie, ce qui fait d'elles un marché captif. La seule présence des autochtones dans les nouvelles colonies empêche les colons d'avoir accès aux terres. Pour s'approprier des terres des peuples autochtones, les colons négocient des traités, livrent des guerres d'extermination, éliminent des pratiques ancestrales de propriété foncière, déplacent des familles et imposent un ordre politique et spirituel qui s'accompagne de nouvelles valeurs et de nouvelles pratiques culturelles. Les promesses contenues dans les traités ne sont pas, dans bien des cas, jamais tenues. Le général américain William Tecumseh Sherman déclare « Nous avons signé plus de 1000 traités avec les différentes tribus indiennes et n'en avons respecté aucun. » En commentant la déclaration de Sherman en 1886, C.C. Painter, qui se montre critique à l'endroit de la politique indienne des États-Unis, observe que les États-Unis, je cite, n'ont jamais eu l'intention de les respecter. Ces traités n'ont pas été conclus pour être respectés, mais pour atteindre un objectif immédiat, surmonter une difficulté actuelle le plus facilement possible pour obtenir un bien en payant le moins cher possible. Ces traités étaient faits pour être reniés dès que notre objectif était atteint et que nous avions acquis suffisamment de force pour mettre en vigueur un nouvel accord plus profitable pour nous. Fin de la citation. Les résultats sont habituellement désastreux pour les peuples autochtones, tandis que l'Empire profite principalement aux colons et à leurs descendants. Bon nombre des colonies qu'il fonde feront partie des sociétés les plus prospères de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Beaucoup de colonies acquièrent leur indépendance politique. Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, ces nouvelles nations finiront par occuper presque toute l'Amérique du Nord. En s'agrandissant, elles englobent des peuples autochtones et leurs terres dans l'Empire. Le colonialisme est un processus incessant qui façonne à la fois la structure et la qualité des relations entre les colons et les autochtones. À leur zénith, les empires européens occupent la plus grande partie de la surface de la Terre et contrôlent les mers. De nombreux arguments sont utilisés pour justifier les interventions aussi extravagantes dans les terres et les vies des autres peuples. Il s'agit principalement d'arguments élaborés sur deux concepts de base. 1. Le Dieu des chrétiens a donné aux nations chrétiennes le droit de coloniser les terres qu'elles découvrent, entre guillemets, à condition qu'elles convertissent les populations autochtones. 2. Les Européens permettent aux païens, entre guillemets, de bénéficier des bienfaits de la civilisation, un concept étroitement lié à celui du christianisme. En résumé, on soutient que les peuples sont colonisés pour leur propre bien, ici-bas et dans l'au-delà. Au XVe siècle, l'Église catholique romaine suit la tradition de l'Empire romain qui prétendait agir au nom d'un ordre universel du monde. L'adoption du christianisme dans l'Empire romain, qui se définissait comme civilisé, confirme l'opinion selon laquelle, pour être civilisé, il faut être chrétien. La papauté catholique joue déjà un rôle en dirigeant et en rendant légitime le colonialisme avant les voyages en Amérique
de Christophe Colomb dans les années 1490, principalement en accordant au royaume catholique le droit de coloniser les terres qu'il, entre guillemets, découvre. En 1493, le pape Alexandre VI émet la première de 4 ordonnances appelées bulles papales, terme qui provient du mot latin qui désigne le sceau qui était apposé au document, qui accorde la plus grande partie de l'Amérique du Nord et du Sud à l'Espagne, le royaume qui avait financé le voyage de Colomb l'année précédente. Ces ordonnances contribuent à façonner les arguments politiques et juridiques qui formeront ce l'on appelle la doctrine de la découverte, qui sert à justifier la colonisation des Amériques au XVIe siècle. En échange, l'Espagne devait christianiser les peuples autochtones des Amériques. D'autres souverains européens ne reconnaissent pas le droit du pape de céder ainsi la souveraineté de plus de la moitié de la planète. Ils ne rejettent pas pour autant la doctrine de la découverte, ils la modifient simplement. Les Anglais soutiennent que la revendication de terres découvertes est valide si le découvreur est en mesure de prendre possession de ces terres. Armand Verhelst, qui soutient au XVIIIe siècle la colonisation de ce qui est aujourd'hui la côte sud des États-Unis, écrit que, je cite, « Ce droit découle de la première découverte, est le premier des droits fondamentaux de toutes les nations européennes sur la revendication des terres en Amérique. » Fin de la citation. Cette doctrine de la découverte est liée à une deuxième idée, selon laquelle les terres revendiquées sont terra nullius, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent à personne et qu'il est donc possible de les revendiquer. C'est sur le fondement de ce concept que le gouvernement britannique réclame la propriété de tout le continent australien. En Australie, la doctrine de la terra nullius demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un tribunal la valide en 1992. Selon cette doctrine, les impérialistes peuvent soutenir que la présence de peuples autochtones n'a aucun effet sur l'argument de la terra nullius, puisque les autochtones occupent simplement le territoire sans le posséder. Selon eux, il n'y a pas de véritable propriété sans une agriculture de type européen. Ces arguments reposent sur la croyance que les colons apportent la civilisation aux peuples sauvages qui ne peuvent pas se civiliser eux-mêmes. Cette mission civilisatrice, entre guillemets, est fondée sur un sentiment de supériorité ethnique et culturelle. Les auteurs et politiciens européens classent souvent les groupes ethniques dans une hiérarchie en fonction de leur capacité mentale et physique. Selon eux, en raison de leurs dons particuliers, entre guillemets, il est inévitable que les Européens conquièrent les peuples inférieurs. Dans cette hiérarchie, sous les Européens se trouvent de haut en bas les Asiatiques, les Africains, puis les peuples autochtones des Amériques et de l'Australie. Certaines personnes soutiennent que les Européens ont atteint l'apogée de la civilisation au terme d'un processus long et difficile. Selon cette philosophie, l'évolution des autres peuples du monde a été freinée par des facteurs comme le climat, la géographie et la migration. Par le processus de la civilisation, les Européens peuvent toutefois aider les peuples du monde à s'élever à leur niveau.
Au XIXe siècle, cette philosophie sera remplacée par un racisme qui se drapera d'un discours scientifique et qui reposera sur le principe selon lequel les peuples du monde n'ont pas tous les mêmes capacités. Certains soutiendront que, pour des raisons génétiques, les peuples moins développés ont une capacité d'amélioration limitée. Dans certains cas, on croira que le contact avec les races supérieures n'a qu'une seule issue possible, l'extinction des peuples inférieurs. Ces idées façonnent les politiques mondiales qui portent sur les peuples autochtones. En 1883, le Britannique Lord Rosebery, futur Premier ministre de l'Angleterre, déclare en Australie, je cite, « C'est sur la race britannique, qu'elle soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou dans les colonies, ou partout ailleurs, que reposent les plus grands espoirs de ceux qui tentent de pénétrer un avenir sombre ou qui tentent d'élever et d'améliorer les masses patientes de l'humanité. » Fin de la citation. Les pensionnats s'inscrivent dans la suite de ces idées. L'année de ce discours de Rosebery, le gouvernement canadien ouvre sa première école industrielle pour autochtones à Battleford, dans les prairies canadiennes. Les églises chrétiennes, en plus de fournir la justification morale de la colonisation des terres des autres peuples, envoient des missionnaires dans les nations colonisées et leur confient la tâche de convertir les païens. À compter du XVe siècle, les peuples autochtones de partout dans le monde sont visés par une stratégie de conquête spirituelle et culturelle qui tire ses origines en Europe. Bien qu'ils travaillent souvent dans l'isolement et dans des conditions difficiles, les missionnaires représentent des organisations mondiales qui bénéficient du soutien de personnes influentes dans certaines des puissances mondiales et qui acquièrent une expérience considérable dans la transformation de différentes cultures. Les pensionnats occupent une place de choix dans le travail des missionnaires, non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Les missionnaires chrétiens jouent un rôle complexe, mais central dans le projet colonialiste européen. Leur présence permet de justifier l'expansion des empires, puisqu'ils apportent de façon visible la parole de Dieu aux païens. Lorsque leurs efforts restent vains, les missionnaires peuvent conclure que ceux qui ont refusé d'accepter le message chrétien ne peuvent pas s'attendre à recevoir la protection de l'Église ou de la loi, ce qui ouvre la voie à leur destruction. Bien que les missionnaires tentent souvent d'atténuer l'impact de l'impérialisme, ils sont également engagés à changer en profondeur la culture et la psychologie des peuples colonisés. Par exemple, ils peuvent d'un côté convaincre les commerçants d'accorder des prix justes et amener les agents du gouvernement à offrir de l'aide en période difficile, mais ils s'emploient d'un autre côté à miner les relations des colonisés avec leurs terres, leur langue, leur religion, ainsi que leurs relations familiales, leurs pratiques d'éducation, leur morale et leurs coutumes sociales. Le zèle des missionnaires est aussi alimenté par la division souvent violente de la chrétienté en deux églises, l'Église catholique et l'Église protestante. Catholiques et protestants investissent massivement dans la création d'organisations missionnaires qui ont une vocation missionnaire à l'étranger. Les ordres catholiques les plus connus sont les franciscains, les jésuites et les oblats. À l'origine, les oblats œuvrent surtout auprès des pauvres et des classes ouvrières de France, mais à compter des années 1830,
il se lance dans les États américains du Nord-Ouest, sur l'île de Ceylan, dans le Texas et en Afrique. Les Oblats administrent la majorité des pensionnats catholiques romains du Canada. Ils n'auraient pas pu faire ce travail sans le soutien d'un certain nombre de religieuses, en particulier les Sœurs de la Charité, les Sœurs Grises, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de Sainte-Anne et les missionnaires oblates du Sacré-Cœur et de Marie Immaculée. La Société missionnaire de l'Église d'Angleterre devient également une entreprise mondiale. Au milieu du XIXe siècle, cette société anglicane mène des missions partout dans le monde, dans des endroits comme l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, la Chine et le Moyen-Orient. La société possède le Highbury College à Londres, d'où proviennent des missionnaires qui ont plusieurs années d'expérience en mathématiques, en grammaire, en histoire, en géographie, en religion, en éducation et dans l'administration d'écoles. En 1901, le revenu annuel de la Société missionnaire de l'Église est de 300 000 livres. La Société utilise cet argent pour soutenir 510 missionnaires hommes, 326 femmes non mariées et 365 pasteurs ordonnés partout dans le monde. Les catholiques et les anglicans ne sont pas les seules sociétés missionnaires établies en Europe actives au Canada. Les presbytériens et les méthodistes, qui sont au départ soutenus par le Royaume-Uni, entreprennent une œuvre missionnaire auprès des autochtones au début du XIXe siècle. Sur la côte du Labrador, les membres des frères moraves, un ordre originaire de ce qui correspond actuellement à la République tchèque, entreprennent une œuvre missionnaire dès le début du XVIIIe siècle. Les œuvres missionnaires protestantes dépendent du travail sous-payé ou bénévole des épouses des missionnaires et des femmes célibataires recrutées par des sociétés missionnaires. Les missionnaires considèrent la culture autochtone comme un obstacle au salut spirituel et à la pérennité des peuples autochtones. Ils sont déterminés à remplacer les activités économiques traditionnelles par une agriculture fondée sur le modèle paysan européen. Ils croient que la transformation culturelle nécessite que l'on mette en place un contrôle social et que l'on laisse derrière à la fois les communautés traditionnelles et les établissements européens. Compte tenu de ces croyances, il n'est donc pas surprenant que les missionnaires privilégient un mode d'éducation qui sépare les enfants des influences de leur famille et de leur culture, impose un nouveau système de valeurs et de croyances, fournissent une éducation élémentaire de base et créent des institutions dont le quotidien reproduit la nouvelle discipline du travail européenne. En résumé, ils cherchent à imposer le monde étranger en évolution des pensionnats. La colonisation a été entreprise pour répondre aux besoins perçus des puissances impériales. La justification du colonialisme, la nécessité de christianiser et de civiliser les peuples autochtones du monde, reposait peut-être sur des croyances fermes et sincères, mais cette justification ne permettait pas que l'on intervienne dans la vie des autres peuples, que ce soit sur le plan juridique, moral et même logique. La papauté n'avait pas le droit de distribuer des terres qui appartenaient à des peuples autochtones. La doctrine de la découverte ne peut servir de fondement à une revendication légitime visant des terres qui ont été colonisées, ne serait-ce que parce que les terres dites « découvertes » entre guillemets, étaient déjà bien connues par les peuples autochtones
qui les habitaient depuis des milliers d'années. Les guerres de conquête qui ont été menées pour priver les peuples autochtones de leurs terres partout dans le monde n'étaient pas des guerres moralement justes. Les peuples autochtones n'étaient pas, comme les colonialistes l'ont souvent soutenu, des sous-humains qui vivaient en violation de systèmes universels de valeurs. Aucun impératif moral ne justifiait que l'on tente d'imposer le christianisme aux peuples autochtones du monde. Ils n'avaient pas besoin d'être civilisés. En fait, aucune société n'est supérieure aux autres. Les peuples autochtones avaient des systèmes complets qui répondaient à leurs besoins. Les peuples autochtones, ces systèmes étaient dynamiques. Ils évoluaient dans le temps et pouvaient évoluer continuellement. Dans son ensemble, le processus colonial se fondait sur la simple présomption selon laquelle on pouvait prendre un ensemble de croyances et de valeurs européennes et proclamer qu'il s'agissait de valeurs universelles qui pouvaient être imposées à tous les peuples. Cette universalisation des valeurs européennes, qui est au cœur du projet colonial, qui a été mise en œuvre en Amérique du Nord, a été la principale justification de l'imposition d'un système de pensionnat aux peuples autochtones du Canada.